Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le deuxième cycle de formation des observateurs africains des élections se tient à Rabat du 23 au 26 mai. Une étape importante dans le renforcement des capacités africaines en faveur d'une meilleure gouvernance politique. Le Tchad reste une véritable terre d'accueil. En près d'un mois, le pays a accueilli près de 90 000 réfugiés soudanais fuyant le conflit armé au Soudan. Le Tchad est désormais confronté à la gestion de ces arrivées massives. Et les playoffs de la Basketball Africa League se tiennent du 20 au 27 mai à la Kigali Arena au Rwanda. Déception pour les joueurs du Rwanda Energy Group qui ont été défaits par leurs adversaires égyptiens d'Al-Ahly. Une défaite synonyme d'élimination en quart de finale. Mais tout d'abord en Algérie, Karim Tabou, l'une des figures les plus emblématiques du mouvement de contestation Irak, marqué par d'importantes manifestations de février 2019 à début 2020, est en garde à vue depuis le 23 mai à Deli Ibrahim, un quartier d'Alger. Aucune indication sur les faits qui lui sont reprochés n'a été donnée, ni même sur la date de sa présentation devant le procureur général. Rappelons que l'opposant Karim Tabou est à la tête de l'Union démocratique sociale, UDS, un petit parti non agréé par les autorités. Il a été condamné en mars 2020, à la suite de quoi il a purgé une peine d'1 an de prison pour atteinte à la sûreté nationale en raison d'une vidéo sur le compte Facebook de son parti où il critiquait l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques. L'Union africaine et le Maroc sont résolument engagés pour le renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance politique en Afrique. C'est dans ce contexte que la ville de Rabat accueille jusqu'au 26 mai les travaux du deuxième cycle de formation des observateurs africains des élections. Plus de détails avec Marcel Kouassi et Abdoulaye Pouy. L'observation et le suivi des élections représentent des éléments essentiels au processus démocratique et électoraux en Afrique. Le rôle des observateurs électoraux demeure également important pour le renforcement de la transparence, de la crédibilité des élections, de la gouvernance démocratique et dans l'acceptation des résultats des élections à travers le continent. En marge des travaux du deuxième cycle de formation des observateurs électoraux de l'Union africaine, qui ont débuté le mardi 23 mai 2023 à Rabat au Maroc, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à consolider les processus démocratiques sur le continent. First, let me reiterate the commitment of the African Union to continue to support the strengthening. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'engagement de l'Union africaine de continuer à soutenir l'amitié et la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance sur notre continent pour garantir la sécurité des populations. Cela est très important compte tenu du rôle que joue la démocratie dans la promotion de l'inclusion politique, en particulier l'engagement des femmes et des jeunes dans le processus politique. Nous devons responsabiliser toutes les parties prenantes et c'est pourquoi la Commission de l'Union africaine et le gouvernement du Royaume du Maroc ont continué à travailler ensemble pour organiser la formation spéciale des observateurs électoraux de l'Union africaine. In organizing the special training of African Union election observers. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité salue le leadership et le soutien du Royaume du Maroc au renforcement de la résilience institutionnelle en Afrique. This is the second in the series consecutively. 2022 and now 2023. Nous sommes très heureux de travailler avec le gouvernement du Maroc alors que l'Union africaine œuvre au renforcement des capacités des observateurs électoraux. Je veux vraiment profiter à nouveau de cette occasion pour remercier le gouvernement du Maroc pour son soutien à cette initiative africaine. À noter que l'Union africaine prévoit le déploiement de 16 missions d'observation pour le suivi des élections prévues au cours de l'année 2023 dans certains de ses États membres, notamment le Zimbabwe, le Mali, le Libéria, la République démocratique du Congo.
10 ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise ce 24 mai au Sénégal par le procureur de Dakar à l'encontre de l'opposant Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF est poursuivi pour des faits de viol. Le verdict a été mis en délibéré au 1er juin. Si elle est confirmée, cette condamnation mettrait à mal ses ambitions présidentielles. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. Ouvert mardi 23 mai 2023 sans la présence du maire de Ziguinchor qui est accusé de viol et de menaces de mort par l'ex-masseuse Adji Sarr, le jugement a été mis en délibéré et la décision est attendue le 1er juin prochain. Nous venons d'assister avec désolation à un simulacre de procès à la chambre criminelle de Dakar, ici au Sénégal, chez nous. À la fin de ce simulacre de procès qui ressemble beaucoup plus à un théâtre, la réclusion criminelle requise contre le président Ousmane Sonko pour affaire de viol sans la moindre preuve montre à suffisance une commande politique et judiciaire pour écarter un farouche opposant à la dimension du président Ousmane Sonko à quelques mois des élections présidentielles. Le clan d'Ousmane Sonko dénonce un complot du pouvoir visant à l'écarter du scrutin présidentiel de février 2024, élection à laquelle il est candidat. Après avoir déclaré qu'il ne coopérerait plus avec la justice sénégalaise dans cette affaire, le chef de l'opposition s'est retiré depuis 2 semaines dans son fief à Ziguinchor. Aujourd'hui, il y aura une frange de la population sénégalaise qui ne sera pas représentée à l'élection présidentielle et son parti PASTEF ne pourra s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils ont continué à soutenir quelqu'un qui, depuis des années, fait régulièrement des dérapages verbaux qui le conduisent en justice. Ils essaient à chaque fois de montrer que c'est l'État qui est responsable, mais lorsque vous prenez un micro, lorsque vous posez des actes répréhensibles, vous tombez sous le coup de la loi. Et n'oublions pas que nous sommes dans le domaine de la politique. La politique est un domaine très dur, où le combat est très dur. Alors ne donnez pas les moyens de vous faire battre. Il faut agir en responsable. Et sur ce coup-là, Sonko très régulièrement n'agit pas en responsable, surtout par rapport aux ambitions qu'il a. Durant l'audience, la plaignante Adji Sarr a maintenu ses accusations de viol, assurant qu'elle avait été abusée 5 fois par Ousmane Sonko dans le salon de beauté à Dakar où elle travaillait. Pour rappel, des manifestations survenues à la suite de son interpellation dans cette affaire ont engendré la mort d'une quinzaine de personnes et d'importants dégâts matériels en 2021. La population tchadienne est composée à plus de 3% de réfugiés et de demandeurs d'asile et l'arrivée massive de réfugiés soudanais fuyant le conflit armé depuis le 15 avril dernier devrait faire gonfler ce chiffre. En l'espace de près d'un mois, le Tchad a accueilli près de 90 000 réfugiés soudanais. Le Tchad est donc plus que jamais confronté à la gestion des réfugiés et en appelle à la réaction du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les précisions de Joël Balou. Au 23 mai 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre près de 90 000 réfugiés soudanais accueillis par le Tchad. À ce jour, le Soudan fait état d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés internes et réfugiés suite au conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui a débuté le 15 avril 2023. En visite officielle au Tchad, Raouf Mazou, haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, a tenu à remercier le Tchad qui s'est positionné comme terre d'accueil des réfugiés soudanais. Le Tchad est un des pays du monde qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés, 600 000 personnes avant la crise que nous connaissons maintenant au Soudan. Le chef d'État nous a rassuré que cette politique de porte ouverte vis-à-vis des réfugiés va continuer. Il a espéré que la situation au Soudan s'améliore pour que les gens puissent rentrer. Face à l'afflux des réfugiés soudanais, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a porté un plaidoyer auprès du HCR dans lequel il a indiqué que le soutien du Haut-Commissariat des réfugiés ne doit pas uniquement se focaliser sur les réfugiés soudanais, mais également sur les populations du pays hôte. Il y a un programme très important qui s'appelle le PARCA, que vous connaissez sans doute, qui est un programme financé par la Banque mondiale, qui appuie les réfugiés et les populations locales et dont l'objectif c'est l'intégration des populations locales. C'est-à-dire que dès que possible qu'une population réfugiée puisse devenir autosuffisante jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc ça c'est l'objectif. Pour ce qui est de l'appui au pays, de l'impact socio-économique de cette crise, ça va au-delà de notre réponse en tant que humanitaire, mais il est clair que la communauté internationale est consciente de ce fait.
Selon l'organisme onusien chargé des réfugiés, plus de 90% des réfugiés soudanais sont des femmes et des enfants. Malgré l'hospitalité tchadienne, les réfugiés localisés dans des camps de fortune à l'est du Tchad peinent à subvenir à leurs besoins car les ressources financières tchadiennes demeurent insuffisantes. Également dans l'actualité, la situation de la Corne de l'Afrique préoccupe les Nations Unies. L'agence onusienne et l'International Rescue Committee ont procédé ce 24 mai à New York à une levée de fonds de 7 milliards de dollars pour venir en aide aux populations rurales du Kenya, de la Somalie et de l'Éthiopie. 2,4 milliards de dollars ont été récoltés. Selon l'ONU, plus de 23 millions de personnes vivant dans cette région sont en proie à une grave famine. Rappelons que la Corne de l'Afrique est confrontée à une sécheresse historique causée par des saisons des pluies insuffisantes depuis 2020, ainsi qu'à de violentes inondations survenues ces dernières semaines en Somalie. C'est un projet qui va radicalement changer la donne pour le Nigeria, surclassé par l'Angola dans la production de pétrole. L'homme d'affaires le plus fortuné d'Afrique, Aliko Dangote, vient de doter son pays d'une méga raffinerie de pétrole, la première du genre au Nigeria. Ce site industriel situé à Lekki est estimé à 20 milliards de dollars. Il a été inauguré le 22 mai. Plus de détails avec Philomène Tine. La mise en service de la raffinerie Dangote, l'une des plus grandes raffineries du monde réalisée par Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian, est désormais effective. Elle devrait faire économiser au Nigeria, première économie d'Afrique, plus de 26 milliards de dollars par an et rapporter 10 milliards de dollars en termes de recettes d'exportation de produits pétroliers. Bien au-delà du prestige dont est auréolé aujourd'hui le Nigeria, il convient de noter que cet événement vient souligner non pour le Nigeria uniquement, mais pour le continent tout entier, que l'Afrique a encore besoin de ses ressources pétro-gazières pour se développer durablement. La méga raffinerie Dangote contribuera bien alors à porter le message d'un continent qui croit bien entre autres aussi en l'or noir pour l'accomplissement de ses objectifs d'autosuffisance énergétique et d'accès à l'énergie pour tous. Avec un coût d'investissement estimé à environ 19 milliards de dollars, la raffinerie va fonctionner avec une centrale électrique de 435 MW. Cette gigantesque infrastructure, dont la capacité de production est estimée à 650 000 barils de pétrole par jour, devrait réduire les importations de produits pétroliers raffinés du Nigeria. Ces importations étaient chiffrées à 60,4 milliards de dollars en 2022 selon le gouvernement fédéral. Je pense que cette méga raffinerie Dangote ne vient pas en concurrence aux raffineries africaines. En effet, le continent est aujourd'hui très déficitaire en termes d'offres de produits pétroliers. La méga raffinerie Dangote n'apportera donc que sa part contributive pour résorber ce déficit structurel. Les retombées en emplois directs et indirects, le regain économique, l'essor social et humain, la capitalisation du savoir-faire acquis sont des aspects qui consolideront le Nigeria dans ses ambitions à demeurer une vitrine. La méga raffinerie Dangote se veut l'un des plus importants complexes industriels du continent. Elle est censée générer près de 135 000 emplois permanents. Depuis le 20 mai, la Kigali Arena au Rwanda accueille les éliminatoires de la Basketball Africa League. Jusqu'au 27 mai, les équipes en compétition tentent de décrocher le précieux sésame de qualification. Déception pour les joueurs du Rwanda Energy Group qui se sont inclinés 77-94 face à l'équipe égyptienne d'Al-Ahly. Le point dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratenda Keisenga. Dans une BK Arena pleine à craquer, les champions rwandais ont subi une nouvelle élimination précoce de la compétition continentale de basketball, malgré le fait qu'ils jouaient à domicile. Le Rwanda Energy Group avait néanmoins bien commencé le match, mais après ils ont payé cher plusieurs erreurs commises au cours des différents cartons. Quelques minutes de trop, Al-Ahly aurait été la première équipe de ces quarts de finale à gagner avec 3 chiffres. Le score final était de 94 contre 77.
Nous n'avons pas fait preuve de discipline en défense. Nous avons tenté des vols. Nous nous sommes retrouvés hors de position. Ces joueurs nous ont fait payer de la ligne des 3 points. Et je pense que le numéro 45 était définitivement l'un de leurs meilleurs joueurs. Nous l'avons laissé se défouler. Il avait 15 points à la mi-temps. Nous les avons fait jouer en défense. Nous avons fait bouger le ballon et nous avons réussi à tirer. Mais à chaque fois que nous sommes entrés dans le schéma, nous avons pris des tirs rapides ratés et c'est ce qui nous a coûté cher. Après cette défaite, le REG a manqué sa campagne pour le championnat de la Basketball Africa League au même stade pour la deuxième fois consécutive, tandis que Al Ahly est devenu la deuxième équipe à se qualifier pour les demi-finales du tournoi après le stade malien. La leçon, c'est quoi nous on a appris? C'est jouer collectif. Parce qu'on a eu l'équipe en face, ils étaient collectifs. C'est ce qui nous a compliqué. Et moi, je pense que c'est ça la clé, où on a eu quand même la leçon par rapport à ça. Parce que quand on joue collectif, regardez l'équipe en place. Ils ont eu quand même, moi je pense que c'est 26 assists. Alors c'était compliqué pour nous, on puisse jouer comme ça. Alors nous, on a assez focalisé pour jouer à 2 personnes. C'est compliqué, on ne peut pas jouer comme ça les matchs de basketball. Les éliminatoires de la Basketball Africa League ont débuté le samedi 20 mai 2023 à la BK Arena de Kigali au Rwanda et prendront fin le 27 mai prochain. Les 8 meilleures équipes des phases de groupe des conférences du Sahara et du Nil qui se sont déroulées respectivement à Dakar au Sénégal et au Caire en Égypte s'affrontent dans un tournoi à élimination directe dont le vainqueur sera couronné champion. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.